Le monde de l'apiculture, c'est fascinant. C'est rempli de savoir-faire, de petites astuces incroyables transmises de génération en génération. Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur deux de ces techniques. Des techniques un peu secrètes mais vraiment cruciales pour la survie des abeilles. Allez, c'est parti! Alors, la question de base pour n'importe quel apiculteur, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on protège une ruche? Et c'est loin d'être simple, parce que le danger, il ne vient pas que de l'extérieur. Non, parfois la crise la plus grave éclate au cœur même de la colonie. On se retrouve donc face à un double combat. D'un côté, on a un envahisseur, le fameux et redouté frelon asiatique, et de l'autre, une crise interne, un vrai bug social qu'on appelle une colonie bourdonneuse. Deux menaces, deux solutions qui n'ont rien à voir. Commençons par la menace la plus visible, on va dire, le prédateur. Pour les apiculteurs, c'est une lutte de tous les instants, surtout contre cet envahisseur-là. Le frelon asiatique, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un problème pour les abeilles. C'est tout l'écosystème local qui est perturbé. Et tout commence au printemps, quand les reines fondatrices sortent d'hibernation pour créer leur nid. C'est pile à ce moment-là qu'il y a une petite fenêtre pour agir. La méthode que tout le monde connaît, c'est le piégeage de printemps. Le principe est simple, on met un appât sucré pour attirer et capturer ces fameuses reines fondatrices avant qu'elles aient le temps de construire leur empire. Une seule reine attrapée et c'est une colonie de milliers de frelons en moins pendant l'été. C'est énorme. Sauf que, voilà le dilemme. Ces pièges, même quand ils sont bien conçus, ils attrapent parfois d'autres petites bêtes. Des papillons, des coléoptères, bref, des insectes qui sont eux super importants pour la biodiversité. Alors on fait quoi? On sacrifie tout le monde pour se débarrasser du frelon? Et c'est là qu'arrive notre premier secret d'apiculteur. Une méthode qui demande un peu plus de travail, c'est vrai, mais qui répond parfaitement à ce problème éthique. Ce qui est dingue, c'est que cette technique a été carrément coupée d'un reportage à la télé. La raison? Eh bien, la source explique que c'était pour la sécurité du grand public. Parce que manipuler des frelons, même piégés, ce n'est pas anodin. Ça rend cette astuce encore plus précieuse pour ceux qui savent l'utiliser. Alors, c'est quoi cette fameuse méthode? C'est le tri à froid. C'est tout simple, mais il fallait y penser. Au lieu de tout congeler et de tout tuer, on met le piège entier au frigo. Le froid va juste endormir les insectes sans leur faire de mal. Au bout d'une heure ou deux, ils sont tous en sommeil. On peut alors ouvrir le piège sans risque, sortir délicatement les frelons et laisser les autres insectes se réveiller tranquillement à température ambiante pour qu'ils puissent repartir. Bien sûr, il y a quelques précautions à prendre. On ne laisse pas le piège au froid plus de 24 heures, sinon on risque de tuer les insectes. Et on manipule tout ça avec des gants, avec douceur. Le but, c'est vraiment de faire de la dentelle, pas un massacre. Endormir, pas tuer. Et au final, on a une solution qui est redoutablement efficace contre le frelon, tout en étant complètement respectueuse du reste de la faune. C'est l'intelligence au service de la biodiversité, tout simplement. Bon, on a vu la menace qui vient de l'extérieur. Passons maintenant à la crise interne. Un problème tout aussi mortel pour une ruche, mais beaucoup plus subtil. Alors, une colonie bourdonneuse, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une ruche qui a perdu sa reine, ou dont la reine ne fonctionne plus. Privées des hormones de la reine, certaines ouvrières se mettent à pondre. Le souci, c'est que leurs œufs ne sont pas fécondés. Du coup, ils ne donnent que des mâles, des faux bourdons. Et une colonie sans nouvelles ouvrières, eh bien, elle est tout simplement condamnée. On pourrait se dire, facile, il suffit d'introduire une nouvelle reine. Eh bien non. Le problème, c'est que ces ouvrières qui se sont mises à pondre deviennent complètement hostiles. Elles ont pris le pouvoir en quelque sorte, et elles tuent systématiquement toute nouvelle reine qu'on essaye de leur présenter. La situation est complètement bloquée. Et c'est là qu'on sort du chapeau notre deuxième secret. Une technique un peu oubliée, un truc de vieux apiculteurs. Une solution qui peut paraître radicale, mais qui est d'une efficacité incroyable. Cette technique, c'est la narcose au tabac. L'apiculteur secoue toutes les abeilles de la ruche dans une grande boîte fermée. Ensuite, il envoie quelques bouffées de fumée de tabac pur à l'intérieur. En à peine 5 minutes, toutes les abeilles tombent dans un sommeil profond, une narcose. Et ce choc, ça provoque une sorte d'amnésie collective. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'on peut glisser la nouvelle reine au milieu de toutes ces abeilles endormies. Mais pourquoi ça marche? C'est ça qui est génial. La narcose, c'est comme appuyer sur le bouton reset de la ruche. Ça efface la mémoire sociale des abeilles. Les ouvrières pondeuses oublient leur comportement, leur hostilité. En se réveillant, la première chose qu'elles sentent, ce sont les phéromones de la nouvelle reine. Elles l'acceptent alors sans discuter comme leur nouvelle chef. La colonie est sauvée et elle peut repartir sur des bases saines. Ces deux secrets, le tri à froid et la narcose au tabac, même s'ils sont très différents, ils nous apprennent au fond la même chose sur la sagesse des ruches et de ceux qui s'en occupent. Alors, si on résume, face à l'envahisseur externe, le frelon, la solution c'est la précision éthique, avec le tri à froid. Et face à la crise interne de la colonie bourdonneuse, la solution vient d'une sagesse ancienne, la narcose au tabac.
Dans les deux cas, la clé c'est de connaître intimement le comportement des insectes. Tout ça, ça montre bien que l'apiculture d'aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple technique. C'est un équilibre délicat entre la science, l'éthique du respect de la vie, et puis ces savoirs ancestraux qui ont traversé le temps. Et ça nous laisse avec une question un peu plus large finalement. Quand on voit ces solutions à la fois si simples et si profondes, on peut se demander quelles autres sagesses anciennes, qu'on a peut-être un peu oubliées, pourraient détenir les clés pour nous aider à faire face aux grands défis écologiques d'aujourd'hui. La réponse est peut-être là, juste sous nos yeux, si on prend le temps de regarder et d'écouter.